Mercredi 9 mars en manchette. 5e meurtre de l'année à Ottawa. Des entreprises récompensées pour l'embauche d'immigrants. Et le CNA fait peau neuve. En direct de la salle des nouvelles du Collège La Cité à Ottawa, voici Héloïse Rodriguez. Bonsoir, mesdames, messieurs. Un homme a été abattu par balle à Ottawa hier soir. Noureddin Hassan, 20 ans, a été identifié comme étant la victime. Il s'agit du 5e meurtre de l'année. Catherine Balog est sur place. Alors, Catherine, le quartier est encore sous surveillance policière? Oui, donc le périmètre de sécurité a été érigé à l'intersection entre le chemin Ogilvie et le croissant Jasmine. Il s'étend entre l'école secondaire Lester B. Pearson et la garderie que nous voyons derrière. Et c'est ici, dans la rue, que l'homme a été retrouvé inconscient hier soir. Donc voici le reportage que je vous ai préparé. Une rue barrée et des voitures de patrouille bien en place. Noureddin Hassan a été abattu hier soir à l'intersection de la rue Ogilvie et du croissant Jasmine. La fusillade a été signalée vers 18h24 par des voisins. L'homme de 20 ans a été trouvé inconscient, gisant sur le sol. Lors de leur arrivée, les policiers ont commencé aussitôt les manœuvres de premiers soins. Mais la victime a succombé à ses blessures une fois rendue à l'hôpital. Les gens du quartier sont inquiets après les événements. Ouais. Ça m'inquiète, genre, parce qu'ici, j'ai toujours vécu ici, puis c'était toujours, calme, puis il n'y avait pas des choses comme ça qui s'arrivent. Ça fait que c'est juste weird. Tu sens pas sécuritaire tellement, tu sais. Mais je me promènerai pas trop le soir, comme dans le moment. Là. On va attendre que ça se calme. C'est le 5e homicide depuis le début de l'année à Ottawa. L'enquête est présentement en cours et il est encore trop tôt pour connaître les motifs de la fusillade. Aucun suspect n'a encore été identifié. Non, on ne sait pas ce qui s'est passé. L'enquête se poursuit. On recherche encore des témoins. Si n'importe quelle information sont pliées, nous en parvenir. Il s'agit du 3e homicide à survenir en moins d'1 an sur cette rue. L'enquête est toujours en cours et elle se poursuivra dans les jours à venir. Catherine Balog pour le Collège La Cité à Ottawa. Le député libéral Mauril Bélanger a réalisé un rêve aujourd'hui en présidant les travaux de la Chambre pour une journée. L'élu d'Ottawa-Vanier était profondément ému lorsqu'il est entré dans le hall d'honneur du Parlement. Karine Charlebois nous raconte. Karine, comment s'est déroulée cette période de questions? Bien, c'était évidemment un moment très fort en émotion. Mauril Bélanger a été accueilli par les applaudissements des députés et des nombreuses personnes qui s'étaient rassemblées dans l'édifice central du Parlement, non seulement pour honorer sa carrière, mais aussi pour l'encourager, puisqu'il vivait aujourd'hui un rêve en étant président de la Chambre des communes pour un jour. On le rappelle, M. Bélanger avait dû se retirer de la course à la présidence en novembre dernier, après avoir appris qu'il était atteint de la sclérose latérale amyotrophique, une maladie dégénérative incurable. Donc, ses collègues avaient adopté quelques jours plus tard une motion unanime visant à lui permettre d'occuper pour un jour le poste de président honoraire des communes, une première dans l'histoire canadienne. Ayant perdu l'usage de la parole en raison de la maladie, Mauril Bélanger a utilisé son iPad pour diriger en partie les déclarations des députés. Quelques heures avant le début de la séance de cet après-midi, le premier ministre Justin Trudeau a tenu à saluer la contribution qu'il appelle son ami, un grand parlementaire, mais surtout un homme de compassion. Plusieurs députés ont aussi tenu à témoigner du grand respect qu'ils ont pour leurs collègues, notamment la ministre de l'Environnement, Catherine McKenna. Elle a dit qu'il a travaillé tellement fort pour les femmes, il a travaillé tellement fort aussi pour la francophonie. Donc, c'est une honneur qu'il méritait amplement, en parlant évidemment de sa place à la présidence pour un jour. Et est-ce que le libéral va continuer de siéger à la Chambre des communes en tant que député? Lorsqu'on lui pose la question, Mauril répond qu'il va rester en poste le plus longtemps qu'il le peut. Donc, on voit qu'il garde le moral malgré tout et il veut rester surtout pour la population, pour finir ses promesses qu'il avait dit durant sa campagne électorale. Il veut notamment mettre en place son projet de loi C-210 qui vise à remplacer les paroles de la chanson de l'hymne national canadienne par Love in all of us, The Sons Command, par Love of all of us Command. Donc, genre changer les distinctions de genre dans la chanson. Donc, la députée libérale
fédérale Joyce Murray a dit espérer qu'ils pourront l'adopter pendant que Morrill est encore en charge. On voit qu'il garde le moral, qu'il est très reconnaissant d'avoir pu vivre son rêve et dit « Je suis en poste, je rends service aux gens depuis tout le début. C'est ma passion et je veux le faire encore longtemps. » Donc, même si la maladie lui a enlevé sa voix et sa motricité, son engagement parlementaire est toujours intact, tout comme sa détermination. Merci beaucoup, Karine, pour ces précisions. Je vous en prie. L'organisme Embauche Immigrants Ottawa a décerné ce matin 4 prix d'excellence lors du 9e sommet du Conseil des employeurs champions au Centre Shaw à Ottawa. Ces prix sont attribués à des compagnies qui font des efforts exceptionnels pour recruter et maintenir en poste des immigrants qualifiés. Parmi les récipiendaires, on retrouve Exportation et Développement Canada, Hydro-Ottawa, Ose Optique et la Coccinelle. Le reportage de Florence Guénaud. Notre devise à la Coccinelle est « À la Coccinelle, chez nous, ouvre tes ailes ». C'est avec beaucoup d'émotion que Céline Côté, gestionnaire des ressources humaines au centre préscolaire La Coccinelle, a reçu le prix d'employeur d'excellence de l'année pour l'embauche d'immigrants lors du sommet du Conseil des employeurs champions à Ottawa. La Coccinelle est un service de garde sans but lucratif qui offre 8 garderies à Orléans et à Var. Les immigrants représentent 30% de l'effectif de ces 230 employés. Et ça permet de défaire les préjugés à l'extérieur du service de garde pour un meilleur respect de tout l'être humain. Oulette Kwame s'occupe de l'accueil des familles et du secrétariat à la Coccinelle. Cette mère de famille, originaire de Côte d'Ivoire, est juriste de formation. À son arrivée au Canada, elle a dû tout recommencer à zéro. Ce qui a rendu quand même un peu compliqué l'intégration. Il fallait dire que je ne suis pas tombée sur les bonnes structures. Voilà, sur les bonnes structures, avoir de bons conseils et tout. Après avoir obtenu une licence en droit à l'Université d'Ottawa, elle a fini par abandonner l'idée d'une carrière juridique. Elle s'est alors tournée vers le collège La Cité et a suivi un programme de commis de bureau qui lui a permis de décrocher son emploi actuel à la Coccinelle. Pour elle, il est essentiel de faire une place aux nouveaux arrivants dans les entreprises. C'est louable pour tous ceux qui viennent là en tant qu'immigrants et qui ne sont pas, je veux dire, des gens nuls. Ils viennent quand même avec un bagage intellectuel. On vient, on tombe là et pour prendre un peu le terme des autres, c'est le choc des cultures. Au lendemain de l'arrivée de 25 000 réfugiés syriens en sol canadien et alors que le ministre fédéral de l'immigration John McCallum a annoncé que le Canada allait accueillir 30 000 nouveaux Canadiens en 2016, la question de l'embauche de ces nouveaux arrivants se pose. Le défi des employeurs, se donner les moyens de tirer pleinement profit de cette main-d'œuvre immigrante qui peut représenter un avantage compétitif sur le marché. Florence Guénaud pour La Cité, à Ottawa. Les étudiants de La Cité ont élu leur nouveau conseil d'administration pour le mandat 2016-2017. C'est devant une salle comble que Martin Perrier a été élu président du conseil avec 59% des votes en sa faveur. Jenica Jean-Denis représentera l'École des médias, des arts et de la communication pour l'année à venir. La liste complète des élus est disponible au bureau de l'Association étudiante de La Cité. Le conseil d'administration se réunit chaque mois pour discuter des affaires étudiantes. La ville de Gatineau a signé une entente de 6 ans avec le syndicat d'École Bleue. Cette entente est le résultat de longues négociations entre le syndicat et la ville de Gatineau. L'École Bleue était sans contrat depuis le 31 décembre 2012. Sans donner tous les résultats, le maire de Gatineau a déclaré que cette entente porte entre autres sur les conditions de travail et le régime de retraite des employés. Il s'agit du 3e groupe d'employés qui signe une entente avec la ville de Gatineau. Et au retour de la pause, les nouvelles nationales et internationales avec Andréane Demers. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le premier ministre Justin Trudeau profitera de sa visite à Washington pour annoncer son soutien à un plan qui pourrait révolutionner la façon dont les voyageurs traversent la frontière. Il a l'intention d'endosser un système qui permettrait aux gens de passer des douanes à des stations ferroviaires d'autobus et sur les autoroutes de la même façon qu'ils font actuellement dans plusieurs aéroports canadiens. Le concept avait été annoncé il y a 1 an par le gouvernement Harper et l'administration Obama, mais n'avait pas encore été mis sur place. Lors de la Journée internationale de la femme, hier, Justin Trudeau a annoncé qu'il y aura des nouveaux billets de 50 $ mettant en vedette une femme, ainsi qu'une pièce d'1 $ commémorative du 100e anniversaire du droit de vote de la femme. On en parle avec Alex Pilote. Alors Alex, qu'est-ce qu'on pourra retrouver exactement sur ces pièces et ces billets et à partir de quand seront-ils disponibles?
Eh bien, la pièce de monnaie de 1 $ qui a été dévoilée hier par Justin Trudeau sera disponible partout au Canada dès maintenant. Donc, on pourra la retrouver dans les banques un peu partout et aussi bientôt dans nos poches remplies de monnaie. Donc, la pièce de 1 $ qui est une pièce commémorative pour le centenaire du droit de vote de la femme. On le voit très bien indiqué sur la pièce de monnaie, 1916-2016, droit de vote de la femme. Donc, c'est pour célébrer les 100 ans. Donc, ça a été une belle journée hier, la Journée internationale de la femme, pour dévoiler cette pièce de monnaie qui est disponible dès maintenant. Sur la pièce de monnaie, on peut voir une dame qui dépose son bulletin de vote dans la boîte, observée par une jeune fille. Donc, c'est deux femmes sur la pièce de 1 $ commémorative. Et un fait intéressant, la pièce a été conçue à Winnipeg, qui est l'endroit où les femmes ont gagné le droit de vote pour la première fois au Canada. Donc, cette pièce de monnaie de 1 $ est disponible partout au Canada dès maintenant. Pour ce qui en est du billet de 50 $, bien, Trudeau a fait l'annonce hier qu'il allait avoir un billet de 50 $ avec une femme qui figurera sur le billet. On ne sait pas encore quelle est l'identité de cette femme et ce qui est très, très, très intéressant, c'est que ce sera les citoyens du Canada qui décideront quelle femme influente canadienne sera sur ce billet de 50 $. Ce billet sera disponible en 2018 et c'est une campagne par Internet qui a été lancée par Justin Trudeau lui-même qui décidera qui sera la femme qui sera sur ce billet. Donc, en exception pour le billet de 20 $ avec la reine Élisabeth, bien entendu, ce sera le premier billet d'argent canadien qui aura une femme qui figurera sur le billet. Et donc, le public canadien devra retenir une candidate décédée depuis au moins 25 ans qui a œuvré dans un domaine particulier ou qui s'est illustrée au service du pays, sans bien sûr être un personnage de fiction. Donc, ce sera très, très, très intéressant de voir qui les citoyens canadiens choisiront comme femme pour figurer sur leur billet de 50 $. Mais une très, très belle initiative de Justin Trudeau qui veut amener un nouvel ère pour les femmes au Canada. Et parce que, comme il l'a mentionné lorsqu'il a été élu à son premier mandat, on est en 2016. Merci, Alex. L'Agence spatiale américaine a annoncé qu'elle compte repartir à la conquête de la planète Mars en mai 2018. Le lancement d'un atterrisseur robotique prévu pour ce mois-ci a été déraillé par la défaillance d'un instrument français. Les responsables de la mission croient que l'appareil aura été réparé à temps. Le mois de mai 2018 représentera la prochaine fenêtre de lancement possible puisque l'alignement des deux planètes ne permet de décoller pour Mars qu'environ une fois aux 2 ans. Un homme âgé dans la cinquantaine demeure recherché après que sa camionnette ait été retrouvée incendiée lundi à Three Brooks au Nouveau-Brunswick. Wayne Rattray, porté disparu depuis un autre incendie, celui de sa résidence, survenu le matin du 2 mars dernier. Des enquêteurs de la Gendarmerie royale du Canada croient que les plus récents incendies seraient d'origine criminelle, alors que celui de la résidence du chemin Walker à Tilly est considéré comme suspect. Le groupe des crimes majeurs de la GRC mène maintenant l'enquête sur la disparition de Wayne Rattray. Le républicain Donald Trump l'a remporté une fois de plus mardi, mais cette fois dans les États du Michigan, du Mississippi et de Hawaï. Bernie Sanders, pour sa part, a créé la surprise en battant la démocrate Hillary Clinton dans le Michigan. On en parle avec notre journaliste Émilie Pelletier. Alors, Émilie, on ne s'attendait pas à ce que le démocrate Bernie Sanders batte Hillary Clinton dans le Michigan? Andréane, non, l'ex-secrétaire d'État était déjà sur une bonne lancée. Elle l'a emporté dans le Mississippi avec 83 % des voix contre 16 %. Elle a donc raflé l'ensemble des États du Sud historique avec la Louisiane, l'Arkansas, l'Alabama et la Géorgie. Le soutien de la communauté noire de cette région a été remarquable pour Hillary Clinton. 9 sur 10 ont voté pour elle mardi. Donc, pour toutes ces raisons-là, le bilan de la soirée était favorable à l'ex-première dame et c'est la raison pour laquelle on ne s'attendait pas à une défaite de sa part dans l'État du Michigan. À ce jour, elle a remporté 13 consultations sur 22. Elle va voir ce soir Bernie Sanders pour un nouveau débat à Miami. Et du côté des républicains, l'homme d'affaires Donald Trump utilise des mesures qui font jaser, Émilie.
Oui, les stratégies électorales du magnat de l'immobilier Donald Trump ont causé beaucoup de commentaires depuis le début de sa campagne. Sur les réseaux sociaux, certains ont même comparé ses méthodes à celles d'Adolf Hitler. Ils expliquent que, comme Hitler, Donald Trump utilise le racisme pour avoir plus de pouvoir, qu'il propose des déportations de masse, qu'il est un fasciste anti-islam et qu'il blâme l'immigration pour les problèmes qu'il y a aux États-Unis. À plusieurs rassemblements, le candidat a demandé à la foule de lever la main droite et de prêter serment, de voter pour lui. Quand on lui a expliqué que certaines personnes le comparaient à un nazi, Donald Trump a vraiment, il se dit qu'il était abasourdi. Il a expliqué que c'était vraiment ridicule. Le président des États-Unis, Barack Obama, lui de son côté, est persuadé que Donald Trump ne deviendra jamais président et il soutient, et je cite, que les Américains sauront prendre la bonne décision. En tout cas, les candidats des deux partis n'en ont pas encore terminé. Les élections primaires vont continuer jusqu'au mois de juin et c'est après celles-ci que les élections présidentielles vont enfin pouvoir commencer. Émilie Pelletier, merci. Je vous en prie. Des dizaines de bisons du parc national de Yellowstone seront envoyés à l'abattoir pour réduire la taille du cheptel et de calmer les inquiétudes des éleveurs qui craignent que leurs bêtes ne soient contaminées par une maladie présente chez ces animaux. 30 bisons ont été éliminés mercredi et 120 autres le seront au cours des prochains jours. La viande sera remise à des tribus autochtones. Aucune transmission de bisons et de bétail n'a toutefois été documentée et les détracteurs de cet abattage sélectif prétendent qu'il est inutile. Et voilà, c'est ce qui complète vos informations nationales et internationales. Après la pause, les sports avec Alexandre McKinnon. Bonsoir, mesdames et messieurs. Les Olympiques de Gatineau patinaient fort au centre Robert-Gartin à Gatineau ce matin. Ils ont encore 4 matchs à jouer avant la fin de la saison, avant le début des séries éliminatoires. On en parle avec notre journaliste Hugo Ternès. Hugo, comment était l'atmosphère au centre Robert-Gartin ce matin? Eh bien, Alexandre, l'atmosphère ce matin était assez tranquille au centre Robert-Gartin pour les Olympiques de Gatineau. Benoît Groux et ses hommes ont fait un entraînement ce matin qui était assez intense et puis surtout pour se préparer contre les Remparts de Québec, le match qui aura lieu ce vendredi au centre Vidéotron à 19h. Donc, je vous laisse écouter le reportage que je vous ai préparé. C'est au coup du sifflet de Benoît Groux que l'entraînement est commencé pour les derniers matchs de la saison pour les Olympiques de Gatineau. L'équipe gatinoise a encore 4 matchs à jouer avant la fin de la saison et un match important contre les Remparts de Québec pourrait être un avant-goût des séries éliminatoires. Les Olympiques ont encore beaucoup de travail à faire, mais ils entament le tout avec un bon état d'esprit. Je pense que c'est très bon. Je pense que c'est ça qui fait notre force depuis le début de la saison. Je pense qu'on est vraiment unis comme équipe. C'est ça qui fait notre force. Ça fait que ça augure bien pour le reste de la saison puis pour les séries. Ça va bien. Les gars, ils ont hâte. On a hâte de se rendre en série. Là. Justement, le vrai hockey va commencer à se jouer. Fait que on continue à se préparer. Puis je pense que ça va bien. Là. Les Olympiques de Gatineau ont eu une saison très fructueuse avec 44 victoires et 17 défaites. Ils ont marqué 238 buts et en ont encaissé 163. Ils sont 5e dans le classement de la Ligue et peuvent encore se rendre un peu plus loin. Un des joueurs étoiles de l'équipe est Vitali Abramov, d'origine russe, qui entame sa première saison dans l'équipe et il est déjà très efficace sur la glace. Il a marqué un total de 38 buts et fait 55 passes décisives en 63 matchs. Les Olympiques de Gatineau se disent prêts pour commencer les séries éliminatoires avec un seul objectif en tête. Je pense qu'il faut juste réussir à avoir les bonnes performances puis je pense réussir à bien jouer puis avoir aucun regret puis donner sur la patinoire. L'objectif, c'est sûr on veut se rendre le plus loin possible, mais c'est vraiment jouer, pas avoir de regrets puis tout donner puis on va voir ce que ça va faire. Les Olympiques de Gatineau ont 93 points alors qu'il reste encore 4 matchs à jouer. La dernière fois qu'ils ont eu plus de 90 points, ils ont gagné la Coupe du Président pendant la saison régulière de 2007 et 2008, avec un certain Claude Giroux dans l'alignement. Hugo Ternès, Collège La Cité, Gatineau. L'entraîneur de Georges Saint-Pierre, Firas Zahabi, a soulevé la possibilité d'un combat entre son client et Nate Diaz aujourd'hui. La présence de Georges Saint-Pierre lors du UFC 196 la semaine dernière en a fait jaser plus d'un.
Le Québécois a confirmé qu'il a eu des discussions avec le président de la UFC, Dana White, au sujet d'un retour, mais que ces conversations resteront privées pour le moment. L'athlète de 34 ans avait pris une pause du combat en 2013 et avait du coup abandonné sa ceinture des mi-moyens. Les huitièmes de finale se poursuivaient aujourd'hui dans la Ligue des champions. Le SL Benfica a vaincu le Zénith Saint-Pétersbourg par un score cumulatif de 3-1. Hulk a ouvert la marque pour le Zénith à la 69e minute. Nicolas Gaétan a égalisé à la 85e minute avant qu'Anderson Talisca cloue le cercueil du club portugais. Dans l'autre match présenté aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a vaincu Chelsea par la marque totale de 4-2. Le défenseur des Coyotes de l'Arizona, Jared Tinordi, a été suspendu pour 20 matchs pour dopage. L'ancien du Canadien de Montréal a déclaré qu'il n'a pas pris cette substance volontairement, mais qu'il accepte sa suspension. Le Canadien l'avait échangé le 20 janvier dernier contre John Scott et Victor Bartley. Il avait été le choix de première ronde, 22e au total du tricolore en 2010. Il n'a pas compté de but et a amassé 6 passes en 53 matchs dans la LNH. Le boxeur québécois David Lemieux n'a qu'un seul but en tête en prévision de son combat de samedi soir. Lors d'une conférence de presse, il a annoncé qu'il ne montait pas dans le ring pour faire des fleurs à son adversaire James de la Rosa, mais bien pour le détruire. Le Québécois affirme que son dernier combat est chose du passé. David Lemieux avait perdu sa ceinture IBF lors de son dernier combat, s'inclinant contre Gennady Golovkin par KO. Les chances pour l'équipe Canada de se qualifier pour la ronde éliminatoire du championnat de curling canadien masculin s'amincissent avec leur défaite d'aujourd'hui. Le quatuor dirigé par Pat Simpson s'est incliné aujourd'hui 7-3 aux mains de l'équipe de Terre-Neuve et Labrador à la place TD d'Ottawa. Avec cette défaite, Équipe Canada a maintenant une fiche de 4 victoires et 4 revers. La ronde préliminaire du tournoi se poursuit jusqu'à vendredi, mais seulement les 4 premières équipes sur les 12 se qualifieront pour les rondes éliminatoires du tournoi. Au retour, le culturel et le mot de la fin avec Héloïse Rodriguez. Les premiers travaux ont débuté au Centre national des arts à Ottawa. Un chantier de construction d'une ampleur importante sera mis sur pied au cours des prochaines semaines pour effectuer des rénovations majeures. Le reportage d'Amélie Sancartier. C'est sous les bruits de construction que les employés du Centre national des arts sont accueillis lors de leur arrivée le matin. Le chantier de construction est en effervescence en semaine de minuit à 14 heures depuis la première pelletée de terre. Plusieurs nouveaux aménagements sont prévus et la superficie du centre augmentera de 35 000 pieds carrés. L'entrée principale sera déplacée vers la rue Elgin et fera face à la place de la Confédération. Aussi, une tourelle tapissée d'écrans géants s'élèvera au-dessus de la rue Elgin. Où on va pouvoir projeter des images de qu'est-ce qui se passe en dedans sur nos scènes. Et aussi, on va pouvoir, ça va être plus accueillant, plus chaleureux. On se tourne finalement vers le centre-ville. En décembre 2014, le gouvernement du Canada a annoncé que 110,5 millions de dollars seraient investis dans le projet de renouvellement architectural du CNA. Ce sont les premiers travaux d'envergure qui sont effectués depuis la construction du Centre national des arts en 1969. Les changements majeurs débuteront toutefois pendant la saison estivale. Entre les deux saisons, c'est certain qu'il va y avoir un temps où il n'y aura pas de présentation et c'est à ce moment-là que le gros des rénovations va se faire pendant l'été où on va bloquer une bonne partie du Centre national des arts pour justement faire les gros travaux, monter la structure principale là, qui va être ici même. Tout au long des travaux, le CNA s'assurera de bien préserver ses œuvres d'art. Certaines seront protégées sur place, tandis que d'autres seront entreposées en lieu sûr. Aussi, les clients sont invités à se diriger à la billetterie satellite sur la rue Elgin. Un accueil et des bureaux ont été installés pour répondre aux besoins des clients pendant les rénovations. La billetterie à l'intérieur sera toujours ouverte et sera disponible pour les gens qui veulent ramasser leurs billets juste avant le spectacle et tout ça. Mais sinon, dans la journée, on envoie les gens ici parce que ça va être plus simple que d'aller dans le CNA et de se promener dans les méandres des projets. Le Centre national des arts restera ouvert pendant la période des rénovations. L'inauguration officielle du nouveau centre se fera le 1er juillet 2017, donc prêt pour le 150e anniversaire du Canada. Ici Amélie Sancartier pour le Collège La Cité à Ottawa.
Le producteur des Beatles, George Martin, est décédé hier à l'âge de 90 ans. L'homme avait été surnommé le 5e Beatles à cause de son implication dans la carrière de ce groupe musical britannique. C'est lui qui avait fourni le premier contrat d'enregistrement aux Beatles dans les années 1960. Au cours de sa vie, il a produit plus de 700 albums et 30 singles qui ont atteint la première place des palmarès britanniques. Des messages de condoléances du public ont afflué sur les médias sociaux tout au long de la journée pour honorer la mémoire de ce géant de la musique. À la météo, la pluie continuera de tomber jusqu'en fin de soirée. Demain, jeudi, s'annonce plutôt nuageux avec une température avoisinant les 4 degrés dans la région d'Ottawa-Gatineau. Mais le ciel devrait s'éclaircir demain soir, juste à temps pour la fin de la semaine. Et en terminant, boire du café permettrait de réduire le risque de souffrir de la sclérose en plaques. C'est ce qu'affirment 2 nouvelles études parues dans le journal scientifique Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. Les chercheurs américains et suédois ont remarqué que plus les participants buvaient du café, plus leur risque de développer la sclérose en plaques diminuait. Des études précédentes avaient déjà démontré que le café avait un effet protecteur contre des maladies neurodégénératives comme celle de l'Alzheimer ou le Parkinson. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ce qui complète vos informations. Au nom de tous les étudiants en journalisme du Collège La Cité, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Bonne soirée et à demain.